à tous et bonjour à toutes. La matrescence, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi. Bref, on parle de la vie. La matrescence met en avant des femmes et des hommes qui racontent, expliquent et donnent une autre définition à la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir. Mais je suis aussi professeure diplômée de yoga pré- et postnatal. Et puis surtout, je suis maman d'une petite fille de 2 ans et demi. Je m'appelle Ella. Bienvenue de la matrescence. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou, je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et le must à mettre 5 étoiles. J'ai lancé mon site web, n'hésitez pas à y faire un tour pour trouver des épisodes que vous n'avez encore jamais écoutés. Tout y est, clementinesarlat.com. Dans l'épisode précédent, le numéro 63, Fanny nous racontait sa version de la naissance prématurée de son fils Lucas. Pour cet épisode, nous nous sommes réunis avec Fabrice Florent, le fondateur du podcast Histoire de Daron, pour donner la voix à ce couple. D'ailleurs, je vous recommande le podcast Histoire de Daron. Ici, vous entendrez Jérôme, le papa, livrer sa version de la prématurité aux côtés de sa femme. Avec eux, nous avons voulu montrer qu'au sein d'un même couple, chaque individu vit et traverse les difficultés de la vie avec un regard parfois bien différent. Et pourtant, jamais, et on le sent, ces deux êtres n'ont cessé de s'aimer. C'est une expérience enrichissante que d'avoir 2 points de vue d'un même événement. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Clémentine. Salut, comment il t'a appelé? Non, je vais faire la blague. Salut Fabrice. Comment ça va? Ça va, super. J'ai jamais fait un épisode à 4. Moi non plus. Donc, on n'est pas tout seul. On est bien 5 même. 5. Ouais. On est 5. Il y a Lucas. Salut. Et donc, on invente un concept un peu différent où maintenant, c'est les 2 parents qui vont venir nous parler et raconter chacun un peu leur vision de l'histoire qui n'est pas la même, même s'ils ont vécu le même scénario. Et c'est hyper intéressant. Je peux commencer avec une première question ? Si tu veux. Est-ce que déjà vous avez conscience que vous n'avez pas le même ressenti ? Est-ce que vous vous en rendez compte ou pas ? On s'en est rendu compte, oui. Comment ? On s'en est rendu compte un peu avec le recul quand on est rentré à la maison et quand on a commencé à reparler de ce qu'on avait vécu. On a vu que sur certains points, on n'avait pas vécu les choses exactement de la même manière. Et, puis même pendant l'hospitalisation aussi, hein, il y a des fois où on s'est aperçu qu'on n'avait pas le même point de vue. Et alors, qu'est-ce qui différenciait ? Nos tempéraments déjà, je pense. Oui, nos tempéraments, oui. Moi, je suis beaucoup plus... Je suis moins démonstratif que toi, ça, déjà. Et puis j'ai l'impression que tu as réalisé certaines choses qu'avec le recul, toi. T'as positivé, mais t'as pris conscience du danger qu'avec le recul, en fait. C'est ça, exactement. Comment ça ? Salut Lucas. Alors, pour les auditeurs d'Histoire de Daron, si vous écoutez le bip bip bip, enfin si vous entendez le bip bip bip, c'est le monitoring du bébé, hein, voilà. Mais là, il est bien, donc. C'est la saturation, oui. On l'a bien entendu. Oui, nous, on l'a bien entendu dans tout l'épisode. Dans votre épisode. Ouais. On disait que tu avais pris conscience de certaines... Voilà, on n'avait pas vécu tout à fait les choses de la même manière. Toi, tu avais conscientisé certaines choses, plus avec le recul en rentrant à la maison. Parce que moi, ce qu'on disait, que moi, je vis beaucoup au jour le jour. Donc, quand vous avez le problème en face des yeux, il faut le surmonter. Et on n'a pas forcément le temps de se poser, de faire le point là-dessus. Et c'est après, putain, ça a été chaud, là, l'autre jour. Ça a été surtout quelques mois après, toi. Est-ce que toi, parce que de ce que m'a raconté Fanny, pour elle, vraiment le moment du pot à pot, de le prendre dans les bras, c'est ce moment où elle est devenue mère, quelque part. Est-ce que toi, tu as vu un changement en Fanny à ce moment-là ? Est-ce que toi, tu as ressenti un changement quand tu l'as pris ? Fanny, ça s'est vu dans les yeux. Quand elle a appelé le petit, donc forcément, elle appréhendait un peu, de son point de vue. Après, il pleurait aussi. Mais c'est surtout que toi, Jérôme, ce que tu me racontais, c'est que le premier pot à pot, t'as pas voulu. Moi, j'ai pas voulu, non, j'ai laissé à la maman. Ouais. Et c'est là où il perd souvent, il laisse une place qui n'a pas forcément lieu
en fait. Comment ça ? Il priorisait en fait ma place en tant que maman. Il avait du mal à prendre son rôle de papa pleinement. Parce que le pot à pot, il est important au niveau de la maman, mais c'est très important au niveau du papa. Et c'est vrai qu'il voulait plus me laisser cette place-là en disant mais il était dans ton ventre, c'était important. Alors qu'il y a une place qui est tout aussi importante et que Lucas en plus est arrivé bien avant. Donc non seulement pendant la grossesse, le papa je pense qu'il a un rôle qui est tout aussi important que la maman. Et après pendant la couveuse, il a été aussi présent que moi. Donc le pot à pot, il y avait autant le droit que moi. Et ça a été dur cette étape-là de le prendre sur toi parce que tu voulais me faire toujours passer avant. Moi, tu me disais que tu avais un peu peur aussi. Qui glisse, qui glisse et que je le fasse tomber. Ouais. C'est vrai. Jérôme, moi j'ai une question. Est-ce que vous avez eu la sensation tous les deux de gérer l'anxiété et la peur différemment ? Est-ce que vous pouviez échanger entre vous sur ces thèmes-là ou il faut garder la face parce que comme vous vivez au jour le jour, vous ne savez pas ce qui peut se passer, vous en parlez pas entre vous ? Joker. Je sais pas. Je pourrais pas répondre. Je sais. Vous avez jamais discuté de la peur ou de l'anxiété que vous pouviez... Si, bien sûr, pas au quotidien. Sur des moments qui étaient vraiment stressants, angoissants, on en a parlé. On communiquait là-dessus. Après, je pense que là aussi, nos tempéraments font que on essayait, quand il y en a un qui avait peut-être un peu plus peur que l'autre, essayer de se soutenir aussi à ce moment-là, faire en sorte que l'autre aille un peu mieux et se porter un petit peu vers le haut. Et voilà. Et comme je le disais tout à l'heure, Lucas était le moteur de ça, quoi. Toi, Jérôme, t'en dis quoi ? Non, c'est pas parce que Fanny est là que tu vas t'en sortir. Hein. Elle va pas tout parler à ta place, c'est pas possible. Non, j'avais pas de mots à poser là-dessus et c'est très bien résumé. Et toi, est-ce que chez nous, les femmes, je pense qu'il y a quand même des moments très précis où on se sent devenir mère. Est-ce que toi, c'était quelque chose de prégnant quand tu as eu ton bébé dans les bras? Est-ce que tu as vécu de loin, que ce soit l'accouchement, les premiers moments de vie? Est-ce que tu as eu un moment de réalisation de te dire ok, je suis père et je me considère en tant que tel? Je pense que c'est plus quand on est rentré chez nous. Vraiment. Après, non, quand au premier pot à pot, là, ouais, donc on se rend compte. Mais à la maison, c'est pas du moi, c'est genre. On était chez nous, quoi. C'est vrai. Toi, je sais pas. Parce que tu avais un rôle à jouer, tu penses? Pas jouer, mais. Non, je sais pas, c'était. Et bien là, c'est parti. On a notre enfant, il faut se lever, il faut s'en occuper, On était indépendants. Et pas tous les médecins autour, les aides-soignantes. Là, on est vraiment livrés à nous-mêmes, quoi. Ok. Donc là, j'ai trouvé ma place de père. Alors, ouais, ils font tout pour dans les services pour qu'on trouve notre place. Hein. Ils essayent au maximum, mais c'est vrai qu'on est très, très entourés. Hein. On se retrouve que très rarement à 3. Dans la maison des parents, toi, tu me disais que ça faisait une sensation de deuxième maison, clairement. Toi, tu as eu cette sensation-là? Oui. Oui, tu disais que tu étais bordelais, vous étiez bordelais. On était bordelais. On est devenu bordelais pendant 5 mois. Ouais, on était le CHU, la maison des parents. Mais la sensation de deuxième maison au niveau de l'accueil, ouais. Puis surtout qu'on pouvait recevoir du monde, donc c'était sympa. On faisait les repas, c'est comme si on était à la maison, en fait. Là, ça nous a permis de maintenir une vie sociale, en fait. Ça a été notre vie sociale pendant 5 mois, notre béquille. Voilà, je disais, elle savait être présente quand il fallait, et discrète quand elle voyait qu'on en avait besoin aussi. Moi. Ah ben, ils sont habitués. Toi, tu as apprécié le fait que vous partagiez la même expérience que d'autres parents? C'était important aussi de dire, on n'est pas tout seul dans cette aventure, il y a d'autres gens qui vivent comme nous. Mais au début, j'étais pas ouvert à ça. Au début, je voulais à personne. Et en fait, c'est parce que notre couple nous a parlé que ça a déclenché. Sinon, je pense qu'on aurait été dans notre coin, quoi. Et c'est le fait que d'autres parents soient venus vous voir, c'est ça? Parce que... Ouais, c'est le déclic. Moi, je le vois comme ça. Après, quand on est arrivé, il faut remettre dans le contexte. Au début, on est dans une période qui est super, super angoissante. Donc, on n'a pas forcément envie de partager et de recevoir des autres non plus. Moi, on est vraiment où on est fermé. Mais la maison des parents permet ça aussi. C'est une chambre, une cuisine commune, mais on ne mange pas en commun. Hein. On se fait à manger, on mange dans notre coin. Ça permet aussi cette petite bulle d'être seul et de se ressourcer quand on en a besoin. Et au fur et à mesure que Lucas allait mieux, on a des parents qui sont venus nous parler aussi en nous disant vous êtes là pour, nous il nous arrive ça.
Et on commence à échanger comme ça, puis on s'aperçoit que on n'est pas seul à vivre cette situation-là ou d'autres situations parce qu'ils viennent pour plein de choses différentes. Et ouais, on a commencé à se lier avec d'abord un couple, puis 2 et 3. Et non. Alors qu'à la base, on n'est pas comme ça, quoi. Alors, oui, on n'est non. pas trop allé raconter notre vie. Mais c'est surtout aussi partager celle des dans autres. Dans ce moment-là, en plus. C'était ça, c'était partager celle des autres, quoi. Moi, ça m'a aidé en quelque sorte de se sentir qu'on pouvait aussi être un soutien pour quelqu'un qui en avait besoin. Et qu'en retour, on avait un soutien dans d'autres situations. C'était... Ouais. Alors qu'au début, il disait « mais moi, je comprends pas, je veux pas raconter l'histoire de Lucas à tout le monde. » Puis une fois que ça allait mieux, c'était lui qui allait voir les gens. On était les anciens, quoi, après. Il y a une hiérarchie après dans la maison, c'est ça. À la fin, on était les anciennes. Ça fait rigoler Lucas, d'ailleurs, je te le dis. Et... vous m'avez expliqué, quand on a discuté avant de faire le podcast, qu'au début, donc, vous étiez très fermé parce que vous viviez quelque chose de tellement difficile et qu'au fur et à mesure, vous avez pu vous ouvrir. Comment ça s'est passé au sein de la maison des parents ? Est-ce qu'il y a des gens du personnel qui viennent vous voir pour dire, vous solliciter ? Est-ce que vous voulez participer à la vie collective ? Est-ce que vous voulez mettre des choses en place ? Comment est-ce que vous vivez votre lien social à l'intérieur de la maison ? Mais c'est pas évident. Vu qu'on est tout le temps sur notre enfant, à vouloir s'occuper de lui et tout ça. Alors, ce que la maison McDo met en place, c'est une fois par semaine, ils font des animations. Après, s'il s'inscrit, qu'il veut y aller ou pas. Bon, après, il faut avoir la tête à vraiment vouloir partager. Donc, il y a des couples ou des personnes qui n'ont pas forcément envie. C'est quoi comme sorte d'animation, pardon ? Il peut y avoir de tout. Il peut y avoir quelqu'un extérieur qui vient pour faire de la mousse au chocolat. Ok. La mousse au chocolat à plusieurs, ou je sais pas, c'était quoi, atelier créatif. Il y a un peu de tout. Une fois, on a eu un atelier relaxation. Une dame qui venait, petit massage, voilà. Ouais, c'était varié. Il y a pas mal de choses en place qui sont relativement variées, ouais, qui peuvent convenir à plusieurs types de personnes. Là, ils font les repas participatifs aussi, là. On fait des repas à thème aussi, du coup. Et au début, tu n'y allais pas ? Bon, je n'en ai pas fait beaucoup parce que quand on était souvent avec Lucas, on avait une tranche d'horaire. À la rigueur, si on fait des activités, c'était après minuit, quoi. Parce que Lucas avait beaucoup besoin de nous. Donc, c'est souvent les bras, c'était... pour l'endormir, c'était tout un bazar. Donc du coup, non, les activités, on avait fait celle relaxation, parce qu'on était là, donc ça tombait bien. Mais après, on a fait cette soirée qu'on avait proposée, là, pour rassembler un peu... Il faut que tu racontes un peu. Alors, on va raconter. À savoir qu'ils font beaucoup... je tenais à souligner pour Noël, tous les parents ont eu des cadeaux pour leurs enfants, de la maison McDonald's. Et on ne s'attendait pas, les parents, plus les enfants. Et tout le monde a eu son cadeau. Alors que pour nous... ils ont fait le réveillon, on n'avait pas prévu le repas de Noël. Donc ils ont fait un bon repas. Et ensuite, donc on s'était excusé pour être là. Et puis on avait fait connaissance d'un couple dont le mari fait de la guitare. Et en déconnant, parce que j'aime bien déconner, j'ai dit, je vais te produire, tu vas nous faire un gros spectacle. Donc il me dit, pourquoi pas. Donc je dis, écoute, ma nièce fait du flamenco, on va faire une soirée espagnole. Donc ça reste là. Et donc ça fait le bouche à oreille. Et elles sont venues nous voir en disant, vous voulez faire une soirée espagnole? On m'a dit, pourquoi pas, il faudrait voir ensuite. Voilà, c'était sur le coup de la vanne. Mais sauf que du coup, ça a été pris au sérieux. Malheureusement, le couple d'amis, le copain qui faisait la guitare a dû partir. Et ils ont été transférés. Bon, on a quand même fait la soirée espagnole, du coup. Ma nièce est venue avec sa prof de danse. Et du coup, ils ont fait le flamenco. On a ramené 2-3 jeux de lumière. Les filles ont décoré aux couleurs espagnoles. Les parents ont fait, plusieurs parents ont fait la paella avec les filles qui s'occupent de la maison. Et puis, écoutez, voilà. Ça s'est super bien passé. On a dansé, on n'a pas fait la fiesta, puisqu'on n'a pas non plus la tête à ça, mais pendant une soirée... sortir un peu la tête. Ouais. Et puis on n'a pas discuté avec des gens avec qui on n'aurait pas discuté... J'ai discuté vite fait avec des gens, un couple que quand ils me passaient à côté, c'est bonjour, point. Parce que je les trouvais renfermés, peut-être qu'eux aussi me retrouvaient
renfermé et du coup, il n'y a pas de dialogue, quoi. Le paella, ça aide. Le paella, ça aide. C'est ça. Ce qu'on se serait sûrement pas permis de faire dans un autre cadre, dans un autre concept. C'était pas une période où on se serait dit, tiens, on va aller manger une paella, ne serait-ce qu'au resto, en fait. On avait coupé un petit peu tout ce lien-là et le fait que ça soit organisé au sein de la maison des parents, ça nous permet de garder quand même une activité sociale sans culpabiliser non plus à côté. De se dire, je m'en vais à tel endroit où je profite de ça. Et ça permet de prendre un petit peu, voilà, partager un moment avec des gens surtout qui vivent la même chose au même moment. Oh, c'est sympa, ça a permis de s'évader, quoi. Et se vider un peu la tête avec un petit spectacle. Tu es lancé dans une carrière de producteur, toi aussi, ouais, tu vois. Oui, mais bon, il en a toujours rêvé. Ça n'a pas fruité. C'est tombé à l'eau. Est-ce que dans toute votre expérience là-bas au CHU, est-ce qu'il y a des propositions de suivi psy, pas que individualisé, mais vous en tant que famille, pour parler de ce que vous vivez ensemble ? Alors, en dehors du CHU, une fois qu'on est sorti. Pendant votre expérience là-bas, ensuite... Alors, pendant, on a eu un petit suivi psy, justement, qu'on a vu 2 fois. Après, il y a eu le confinement. Mais c'était ensemble ? Oui, ou c'est chacun individuellement ? Non, c'était ensemble. Et surtout, elle venait voir Lucas aussi, voir comment ça se passait. Et après, non, mais du coup, on est suivi, par contre, en extérieur, par un psychologue vers chez nous. Mais ça, c'est en dehors du CHU, quoi. Vous avez démarré ça il n'y a pas très longtemps, c'est ce que tu m'as dit. Ouais, c'est ça. Ça fait quoi ? Ça fait 15 jours, 3 semaines. Mais pendant l'hospitalisation, oui, il y a les psychologues qui sont interservices, qui sont là, qui sont présentes, si on en a besoin à tout moment, hein, que ce soit en réa pédiatrique, il y a la psychologue de la réa pédiatrique. Et en service néonat aussi, il y a la psychologue qui est très présente. Si on a besoin de quoi que ce soit, elle se tient disponible. Elle nous a même laissé son numéro si jamais un jour on a besoin. Donc c'est pas un suivi classique avec des rendez-vous, mais elles sont disponibles. Elles passent nous voir en néonat, elles passent nous voir assez régulièrement, en tout cas voir comment on allait et faire un petit point rapide. Et c'est indiscret de vous demander ce qui a fait que vous avez décidé de faire ce suivi à 2 là, avec une psy il y a 15 jours, 3 semaines. Je pense qu'on en a besoin aussi bien l'un que l'autre, hein, au niveau psychologique. Je pense qu'il y a plein de trucs qu'on n'a pas digéré sur la prématurité. Et toi, Jérôme, t'en dis quoi ? Non, on était souvent à fleur du même. Pour moi, j'étais souvent à fleur de peau. Donc, comme je disais, j'avais pas l'impression d'en avoir besoin. Et en fait, au final, si, ça fait du bien, faut pas se mentir. De pouvoir poser des mots sur une situation, de dire quand ça va pas, ou je comprends pas. Non, si, je trouve que c'est bien. C'est bien. C'était peut-être aussi l'occasion pour vous deux de débriefer de situations que vous n'aviez pas forcément l'occasion de débriefer dans le feu de l'action, quoi, non ? Si, aussi. Oui. Il y a des choses que... Non, il y a des choses... T'es en train de... Tu nous fais une Jérôme, là. Vas-y, ça y est. T'as vu, c'est toi qui t'as vu, tu parles. Complètement. Celui qui a Lucas, le Joker, en fait. Du coup... Non, je sais que moi, par exemple, j'avais peur de... comment on allait vivre notre vie de couple par rapport à Lucas. Donc je lui ai dit que j'avais peur concrètement on s'énerve pour X raison, qu'on se sépare. Et c'est un truc qui... c'est une peur qui n'était pas fondée en plus. Mais du coup on en a discuté. Qui n'était pas fondée mais qui existe chez plein de parents. Hein, oui, c'est qui existe. Ouais. Mais moi c'était ma peur un peu. Parce que on s'engueule comme tous les couples. Bon voilà. Mais et ça j'en avais peur. Et en fait on a discuté. Si t'as repris... mais alors que non, pas de raison, quoi. Donc ça permet d'engendrer des dialogues qu'on n'aurait pas fait forcément, ouais. Est-ce que tu as la sensation aussi que comme vous avez vécu 5 mois de prématurité où au final vous partagiez pas une vie à 3, puisque Lucas il était à l'extérieur et vous étiez toujours dans votre bulle de couple, le fait d'arriver à la maison aussi, c'est un nouvel apprentissage. C'est comme si vous reveniez de la maternité juste après un accouchement. C'est une vie différente qui commence après toute la néonate. Ça, j'ai pas trop ressenti, moi, en fait. Moi, si, beaucoup, quand même. Moi, j'ai pas trop ressenti parce qu'il fallait... en fait, on n'avait rien prévu. Ça s'est passé tellement vite que... il a fallu préparer vite fait la chambre, il a fallu acheter des couches, acheter tout ce qu'il nous fallait, quoi, pour accueillir Lucas. On n'a pas eu trop le temps de se poser. Du coup, après, il y avait
tout ce qu'on a ramené de la maison au McDo, il fallait tout ranger. Oui, mais une fois qu'on est rentré à la maison, ça n'a pas duré jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Ah non, parce qu'aujourd'hui. Ouais, Tu sais, les darons, ils sont souvent dans les trucs hyper techniques, tu sais. Ouais. Tu vois, très pratico-pratique. C'est ça. Il faut faire en sorte que. J'en ai fait, quoi. Ils font le nid. C'est ça. Oui, c'est vrai. Puis, oui. tu vois, Ouais, c'est bien, de ça dont ouais. il parle, quoi. Tu vois, il est là. Ok, il fallait faire en sorte de tout ranger. Très bien. Oui, il faut Ah faire oui, le oui, nid. il fallait que la maison soit propre, en fait. Mais ça vous a pris, 5 mois qu'on y était ça pas. vous a pris 2 ou 3 jours, ça, tu vois, Maxi. Oui, voilà. Après, Ah non, après, il y a en une vie. avait, hein. C'est pas ça. Oui, non, mais allez, ça t'a pris en Non, totalité, oui. ouais. Je vois bien, t'as esquivé. Non, mais c'était plus dans le sens où tu disais que tu avais peur que ça perturbe votre couple, tout ça. Vous avez quand même vécu une situation particulière où pendant 5 mois, vous avez toujours eu cette bulle de couple et qui d'un coup, quand tu reviens à la maison, c'est une autre dynamique. On est rentré à 3, quoi. Et il fallait trouver sa place à 3. Et... Tu l'as pas ressenti comme ça? Non, Ok. non, j'ai pas ressenti de... Et toi, Fanny? J'ai l'impression qu'on est toujours dans notre bulle, hein, à part quand on voit... Ouais, c'est vrai qu'on reste quand même... On On est a encore confiné un peu plus ou Voilà. moins. Notre bulle de couple, elle a pas trop Nous, on va explosé. pas avoir, Il y a Lucas qui s'est bien intégré dedans quand même. Après c'est vrai que... Oui, parce que vous avez eu le confinement aussi qui vous a, de ce fait-là, recréé une bulle à 3, quoi. Ah, mais une bulle totale à 3. Hein. Là, c'était même plus question de vie sociale. Hein. Nous, on est sortis le 17 mars, jour du confinement. On est rentré à la maison. Donc oui, à part 2-3 intervenants extérieurs, hein, vraiment pour l'oxygénothérapie de Lucas, ou sinon, on ne voyait personne. Hein. Vraiment tous les 3. Donc ça a peut-être pu aussi maintenir aussi... ça a été un petit peu la parenthèse, le lien entre l'hospitalisation et la vie de famille. Aujourd'hui, c'est quoi ta plus grande peur, Jérôme? Est-ce que vous êtes sorti de cette phase de peur ou ça reste? Phase de peur, c'est perdre mon fils, hein, concrètement. Après, je pense qu'il est sauvé. Pour moi, il est sauvé. Après, rien n'est jamais gagné, de toute façon, mais je pense qu'on est en bonne voie de lui enlever cet oxygène. Et puis, je vois pas pourquoi ça irait pas, de toute façon. On fait tout ce qu'il faut pour que ça aille bien, quoi. Il y a un épisode dont vous n'avez pas parlé, je pense, entre vous, les filles, dont on a parlé, c'est ce fameux moment où vous le transférez à la maternité, au 4e étage, si je ne me trompe pas, c'est ça? Ou en fait, j'imagine que pour vous, c'est une forme de soulagement aussi, de vous dire, ok, en fait, il sort de... Ah, mais complètement. Voilà. Complètement. On nous maintient pendant 2 mois la tête sous l'eau en réa pédiatrique en nous disant, tant qu'il est là, c'est que le pronostic vital est engagé. Voilà, clairement. Donc là, comme je disais, 31 décembre... On nous dit, ça y est, transfert en néonat, donc pour nous, ça veut dire plus de pronostic vital engagé. Donc là, oui, non, là, on croyait qu'on allait s'autoriser à respirer et qu'on était plus près de la sortie que de l'entrée. Entendu, Jérôme, c'était le 31 décembre, pas à Noël. Ah, Il savait plus trop. Le malaise de Lucas était pour la nouvelle année, c'est ça, le lendemain, le 1er janvier, en fait. Et vous avez cette aide-soignante, cette infirmière, je sais pas, qui lui donne un médicament, c'est ça? En fait, ils prennent vraiment en compte la douleur de l'enfant. Hein. C'est vraiment ça, c'est quelque chose de très bien. C'est quand même pas trop mal. Et c'est une puéricultrice, oui, qui fait son travail tout à fait correctement, mais qui donne la morphine qui jusque-là, Lucas l'avait en intraveineuse. Elle lui donne par la bouche parce que c'est sûrement pas spécifié sur le dossier. Moi, de toute façon, le but est de lui sortir la voie veineuse dès le lendemain. Donc, oui, il fallait qu'il passe en relais péroce par la bouche. Et elle lui donne et ça passe de travers. Il fait ce qu'on appelle une fausse route et il inhale. On n'est pas obligé d'en parler. Hein, si ça a été dur. Après, il a inhalé et comme on l'a dit, il a fait un arrêt cardiaque. Quoi. Donc on a bien compris que ça allait être compliqué. C'est pas parce qu'on changeait de service que la vie allait, voilà, qu'on allait vraiment pouvoir respirer et que ça restait. C'est la néonate, mais c'est soins intensifs néonates. Et d'ailleurs, maintenant, ils ont même récupéré, ils ont changé leur organisation. Hein. Ils font de la réa pédiatrique sur des tout petits bébés maintenant. Ils commençaient un petit peu à l'époque où nous on est arrivés avec Lucas. Et maintenant, je crois qu'ils ont changé. Ils accueillent les petits bébés comme Lucas directement dans le service de soins intensifs. Donc c'est réa bébé, soins intensifs néonates sur le même étage.
Donc voilà, mais c'est vrai qu'on a pris un peu conscience violemment que, en fait, voilà, c'était juste que Lucas était transférable et que jusque-là, il n'était pas transférable dans le service, quoi. À quel moment est-ce qu'on vous explique à tous les deux que vous allez pouvoir sortir et qu'est-ce que ça vous fait à ce moment-là? Vous y croyez ou vous restez toujours sur vos gardes? Le jour où on est sorti. Qu'on vous annonce que vous allez pouvoir rentrer chez vous et que ça y est. Un petit soulagement. Et ça faisait bizarre. Ça fait bizarre parce qu'on a vécu 5 mois à Bordeaux. Repartir à la maison, ça paraissait bizarre. Après, content aussi. J'étais très content de rentrer chez nous. Avec ma petit fiston. On a été bien préparés là aussi. Je pense qu'on serait. Moi, la chambre mère-enfant, comme on disait, on n'y a pas passé beaucoup de temps. Mais le peu qu'on a passé, la chambre parent-enfant, ça aide quand même. Ça fait un petit lien entre l'hôpital et la maison. Ça nous a permis de passer quelques nuits vraiment avec Lucas. Nous trois, avec si besoin, on avait le personnel soignant qui était là, mais qui se faisait plus discret que dans les box. Moi, j'ai une question, c'est est-ce que votre vision de la parentalité, elle a changé à cause de la prématurité? Ou est-ce que vous étiez imaginé parents et que vous êtes les parents que vous imaginiez envers Lucas? C'est super compliqué comme question, parce qu'on est les parents qu'on imaginait pour Lucas. Après, on avait peut-être imaginé quelque chose de moins médicalisé. Concrètement, moi, on s'imagine jamais une parentalité aussi médicalisée, alors que ça peut arriver pour X raisons, même autre que la prématurité. Moi, nous, on se projette pas comme ça. Après, je pense qu'avec le parcours qu'on a eu, on a eu le temps de se projeter sur différentes situations qui font qu'on s'est tellement projeté qu'à la fin, on se projetait plus en tant que parent. Donc, on est parents et c'est déjà beaucoup. Et Lucas, voilà, moi, c'est un petit bonheur tous les jours, quoi. C'est vraiment... Je te disais parce que, tu vois, avant d'être parent, on a tous ces principes et puis on devient parent et on oublie. Mais mais de ce que tu m'as raconté, de ce que j'ai compris, par exemple l'importance du pot à pot, du portage, est-ce que tu penses que c'est des choses qui étaient déjà en toi ou le fait qu'il soit préma, ça vous a emmené encore plus dans cette voie-là parce qu'il a des besoins encore plus forts? Alors, c'était déjà en moi et c'est même à l'inverse. C'est-à-dire que moi, je m'étais idéalisé l'allaitement, par exemple. Bon, comme on disait, j'ai pas pu, à proprement dit, moi, je l'ai allaité, mais je ne l'ai jamais eu au sein, Lucas. Il a toujours été nourri par des sondes, par moi, voilà. Et c'était pas ça que j'avais idéalisé. Le portage, c'est pareil. J'ai toujours été, dans mon idéal, c'était le portage au maximum. Et puis, comme on disait, la première fois qu'on l'a eu, il avait 4 semaines. Ouais, c'est plus dans le sens inverse, en fait, où on a l'impression d'avoir pas pu profiter de certaines choses qui me semblaient importantes, mais qu'on compense maintenant, aujourd'hui, différemment. Mais sur le coup, qui ont été plus mal vécues que... T'avais idéalisé des trucs, toi, Jérôme, en tant que papa? Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment un truc qui est plus chez les mamans, tu vois, que chez les papas. Non, pas forcément, non. Je sais que... Si, je joue au foot, ce que je disais tout à l'heure. ça sera plus tard. Oui, c'est ça, c'est pas tout de suite. Voilà, ouais. Ça sera pas pour quand il a commencé à courir, quoi. Ouais. D'abord, il va se remettre ses petits poumons bien comme il faut, et puis on verra après. Ouais. Ça se fera, mais plus tard. Mais t'avais pas idéalisé, en tant que papa, un truc de jeune papa, quoi, tu vois, de typiquement quelques jours, quelques semaines après la naissance. Non. J'ai l'impression que ça se passe. C'est très masculin de s'imaginer papa, mais plus tard, en fait. Ouais. Papa d'un grand. D'un enfant, pas d'un bébé. Qui joue au foot. Qui joue au foot, ouais, qui joue au rugby, ou qui joue, quoi. Qui a plus de couche. Qui joue, qui marche. Il n'a pas de couche. Ah, toi, t'as eu la version très très en avance, du coup. Là, comme je disais tout à l'heure, on aurait dû c'est l'emmener. que, par rapport à un bébé normal, on ne peut pas savoir. Puisqu'on a eu un bébé préma, donc qu'est-ce qui est normal avec un bébé né à terme? Mais nous, ça, on ne peut pas le savoir. Nous, on a tout le temps fait avec un petit préma. Mais bon, qui devient un vrai bébé, hein, mais... Oh, mais c'est un vrai bébé, oui. C'est un bébé, mais il était tout petit. Bon, par contre, pendant Donc, quelques on peut mois, pas il s'est... savoir, Voilà. Et est-ce que vous pensez que le fait que vous ayez eu 12 années de parcours pour avoir votre fils fait que vous avez aussi pu tenir aussi bien
toutes les problématiques parce que vous vous connaissez par cœur, parce que vous n'êtes pas un jeune couple, vous êtes un couple qui se connaît vraiment profondément. Tu penses que ça a pu être une force aussi pour gérer tout ce que vous avez eu à gérer avec lui ? Ouais, non, mais c'est même plus qu'une force, mais ça, je pense que voilà, les 12 ans passés, voilà, c'est des épreuves qui auraient pu nous séparer et qui nous ont rapprochés. Bon, la prématurité, ça a été pareil. Je ne me vois absolument à aucun moment vivre ça toute seule. J'aurais pas pu le traverser toute seule. S'il n'aurait pas été là, j'aurais pas pu le traverser toute seule. J'ai de la chance que ce soit un papa qui est très, très, très présent. On le voit, il veut pas te redonner Lucas. Oui, non, il l'a repris. Et toi, tu l'as vécu comment alors ? Tu penses que ça a été... Non, mais de toute façon, comment dire, moi je pars du principe que du moment où on s'est mariés, nous, c'est qu'on est sûr de ce qu'on veut. Voilà, ça c'est peut-être bête. Mais donc, moi je sais que je suis amoureux de ma femme, qu'elle s'est pareille, donc il n'y avait pas de raison à ce qu'il n'y ait pas Lucas. Voilà, donc du coup, c'est soutenu mutuellement dans ce long parcours, mais c'est que du bonheur. Maintenant. Mais c'est génial ce que tu dis, mais c'est super beau en théorie, quoi. Tu vois, c'est un truc que tu projettes justement en te disant, ok, je me marie et donc forcément, c'est la femme de ma vie et donc forcément, j'ai envie d'avoir un enfant. Et puis après, t'as la vraie vie qui te fout des claques en pleine gueule et vous en avez pris plein. Ouais, ça, tu le vois quand au quotidien. Tu vois, s'il y avait la personne avec qui tu es, tu peux envisager l'avenir, avoir un enfant. C'est sûr que si le matin tu t'en vas, tu rentres, t'es bourré et que tu t'engueules et tu frappes ta femme, tu peux te dire que ta vie elle sera pas avec. Bon, nous c'est pas ça, je rassure. Oui, mais ça va plus loin, c'est le fait que... On est fusionnel, on fait tout ensemble. Tous les couples ne sont pas aussi forts et n'arrivent pas à traverser une épreuve aussi difficile. Enfin, tout le monde ne le vit pas de la même manière, mais du coup, il y a des choses dans votre couple qui font que c'était des fondations solides, qui vous ont aidé aussi. Ah mais, complètement. Oui, c'est ça. Exactement ça. Tu valides ce que je dis ? Je valide. Question suivante. Je pense que ça peut être une épreuve dramatique pour un couple. Non, mais faites costaud, c'est vrai que... Un jeune couple ou un couple qui a des difficultés, malheureusement ça existe, hein. Des couples qui pensent réparer, un couple qui est un peu bancal en faisant un bébé. Je pense que si ça tombe dessus, la prématurité, c'est juste la fin du couple. C'est éprouvant, mais il faut être deux, il faut être là, il faut se soutenir. Parce que, hormis le soutien qu'on avait un petit peu avec les autres parents qui traversent la prématurité, c'est vrai que c'est quelque chose, quand on en parle à l'extérieur, à nos amis, à notre famille, on est un peu incompris en fait. Mais c'est l'inconnu, pour beaucoup de personnes, c'est l'inconnu. On se sent, voilà, moi c'est... Et à juste titre, attention, moi, personne ne peut s'imaginer, je pense, tant qu'on l'a pas vécu, ce que c'est que vivre H24 dans un service de réa. Et du coup, c'est vrai que le fait qu'on soit comme ça, soudés, et ça permettait de s'entraider l'un l'autre, en fait. Vraiment. Vraiment, vraiment. Et de vivre la même chose, même si parfois on avait des points de vue qui divergeaient, mais de vivre la même chose au même moment et de comprendre l'autre. Les gens croient que la prématurité, c'est un bébé qui naît trop tôt et qui est tout petit. Et ça reste là. En fait, non, tu as tout ce qu'il y a à côté. C'est qu'il n'est pas formé, il est très fragile. Voilà, les gens n'y pensent pas forcément. Non, pas formé. Il était formé d'un point de vue extérieur, en fait. Physiquement, il était formé. Après, c'est le problème de la prématurité, de l'extrême prématurité comme Lucas, c'est que tous ses organes étaient immatures. Donc oui, ça jouait au point de vue cardiaque, ça jouait au point de vue respiratoire, ça jouait au point de vue digestif. Tout était immature et tous les jours, on avait une nouvelle différente. Et ce qui n'est pas facile à partager. En plus, moi, je crois qu'on s'est un petit peu fermé, on s'est un peu mis aussi, nous, dans notre bulle. Hein. On n'a pas tout raconté à notre entourage non plus au moment où on l'a vécu. Hein. Après, on a tellement raconté aussi que... on a un peu marre. Tu penses que c'est pour ça ? C'est parce que vous en aviez marre ou... Moi, oui. Force, tu racontais les mêmes choses. T'as pas parlé beaucoup. Hein. C'est étonnant. Elle a trop raconté dans sa tête. Je crois qu'on poserait la question à ta mère de savoir ce qu'elle a su sur le parcours de Lucas, à part tout va bien. Ce qui est absolument pas le cas. Mais je pense que c'est un chemin aussi pour toi, Jérôme, tu vois, de t'être peut-être reconnecté à tes émotions et à ce que tu pensais, tu vois, d'avoir fait ce burn-out dont on a parlé ensemble là. Alors, tu veux pas parler de burn-out, c'est vrai, tu veux parler de dépression, très bien. Ah, c'est la même chose. Hein. Oui, mais... burn-out, hein. Non, mais il veut pas, donc je vais pas l'embêter. Mais c'est intéressant, de ton point de vue, tu vois, le parcours que tu as fait par rapport à ton fiston, quoi.
Jérôme, il réalise souvent à contre-coup. Sur le coup, tout va bien. T'as la sensation d'avoir vu ton mec changer, toi? Pardon, c'est la première fois que j'ai la daronne en face de moi, pardon. Non, jamais T'as fait. jamais fait une Non. maman? Jamais fait. Oui, il change sur certains points, ouais. Il change. Mais je pense que, voilà, moi... Il fonctionne beaucoup à contre-coup, Jérôme. Donc, sur le coup, tout va bien, on fonce. Puis le mur arrête. Et ouais, en fait, ça roulait pas si bien, quoi. Mais ça fait partie du fonctionnement de notre couple aussi, hein. Moi, j'ai une question parce qu'on en a parlé à la fin de notre interview, le fait que jusqu'à 3 ans, la collectivité, potentiellement, potentiellement, ça va être compliqué pour Lucas. Est-ce que vous en avez discuté entre vous de qui s'arrêtait, qui restait avec lui? Est-ce que tu te serais envisagé, pour l'instant, de ce que j'ai compris, l'accord, c'est que c'est toi qui va rester avec lui. Est-ce que tu te serais vu à 18 mois faire les 18 derniers mois ou... Ah oui, je l'aurais fait. C'est mon côté maternel. Non, mais écoute, c'est des vraies questions dans les couples. Non, je l'aurais fait. C'est sûr, si j'aurais fait un salaire beaucoup plus supérieur que le mien, la question ne se posait même pas. Ça, malheureusement, il faut bien travailler. Il faut des revenus. Et... Bon, après, c'est chouette que ce soit la maman qui s'en occupe. Comme ça, il garde sa relation. Qu'est-ce que t'en dis, Fanny? Tu fais ça, mais les gens ne comprennent pas, si tu veux. Je vais pas lutter contre parce que je suis heureuse de rester avec Lucas. Moi, il n'y a pas de souci. Mais c'est encore l'entendre dire, c'est bien qu'il soit avec sa maman, hein, alors que je me trouve pas un rôle plus légitime que la maman ou le papa. C'est un papa poule, il s'en occupera très bien. Et si jamais on aurait dû faire un choix, ça me pose aucun souci de laisser Lucas avec son papa. Mais c'est marrant de l'entendre dire. Toujours là, d'idéaliser la place de maman, en fait. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il m'a dit qu'il était tête en l'air et qu'il pourrait oublier un médicament. Ça, elle a pas l'air de contredire. Ouais, mais en fait, ce que je lui disais aussi, c'est que sans doute, le jour où il serait livré à lui-même, il serait obligé de s'y coller, quoi, tu vois. Il le ferait, je pense. Moi, il y aurait pas cette béquille de se reposer. Après, je sais pas, hein, peut-être. Hein, mais non, je pense qu'il se mettrait... Tu mettrais pas en danger ton fils, de toute façon. Non. Donc tu ferais tout pour faire en sorte de ne pas oublier les médocs. Si c'est un médicament, au pire, ce sera la vitamine, quoi. Non, quand même pas. C'est une bonne tête. Vous le voyez pas, mais il sourit, Lucas. Il fait des grands sourires et il fait des... Voilà. Est-ce qu'il y a des questions qu'on vous a pas posées et que vous auriez aimé qu'on vous pose? Je crois que non, c'est bon. Oh, Jérôme, c'est bizarre que tu dises non. Ah non, tout à l'heure, non. Moi, j'ai une dernière question. Maintenant que vous avez vécu ce que c'est la prématurité, vous auriez envie de participer à une association ou d'aider d'autres parents maintenant que vous avez un peu plus de recul? Est-ce que vous avez envie d'être impliqué avec des gens qui comprennent ce que vous avez vécu? Ou vous voulez laisser ça derrière vous pour en tourner une nouvelle page? Je pense qu'à l'avenir, oui, c'est quelque chose qui peut m'intéresser. Vraiment, je pense que pour l'instant, c'est trop tôt, on a encore trop la tête dedans. On est trop basé sur la prématurité encore. Mais à l'avenir, oui, j'y ai déjà pensé, ça peut m'intéresser, oui. Ça peut m'intéresser d'essayer d'apporter un petit peu de soutien aux gens qui traversent... Bon, Lucas, tu veux le mot de la fin? Tout va bien? Au moins, on l'aura entendu, on aura compris Qui va bien. Que Lucas va bien, qu'il est avec vous. Il a la forme, oui. Et qu'il a la forme. Comme il a ses la parents. pêche. Ouais. Merci beaucoup à tous les deux. Mais merci Merci beaucoup. à vous. Merci à vous. Gentil. C'était chouette de faire un épisode à 4 et c'est rigolo de voir les différences. Il me tarde d'entendre l'épisode seul. Ça y est. Cet épisode a été réalisé en partenariat avec la Fondation Ronald McDonald. Merci à Fanny et Jérôme pour leur témoignage. Retrouvez tous les épisodes du podcast dans la maison des parents sur vos applis de podcast habituels. Et pour plus d'informations sur la Fondation, rendez-vous sur le site fondation-ronald-mcdonald.fr. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux @lamatrescence. Et sinon, mettez 5 étoiles, ça aide vraiment. Merci. Pour rappel, mon site web est en ligne. Si vous cherchez des épisodes, allez-y y faire un tour. Vous trouverez votre bonheur, le lien est dans les notes. Je vous dis à très vite, à bientôt, puisque je suis en congé maternité pour la naissance de mon 2e enfant. Mais je vous rassure, je ne vous laisse pas tout seul, il y aura des rediffusions le temps que je revienne en forme pour de nouveaux épisodes. À très vite, prenez soin de vous.